Aujourd'hui, nous, Homo sapiens, les hommes modernes, sommes les seuls à peupler l'Europe. Mais à notre arrivée sur ce continent, nos cousins y vivaient déjà, les hommes de Néandertal. Nous pensions les avoir éliminés parce que nous étions plus intelligents qu'eux. Mais peut-être nous sommes-nous trompés. En réalité, nous étions si proches qu'il se peut que nous nous soyons reproduits avec eux et ayons partagé nos ADN. L'ancienne thèse ne tient plus. Il faut revoir entièrement l'histoire de Néandertal et de l'homme moderne. La force de la génétique, c'est que les données nous obligent à revoir nos théories. Néandertal a la réputation d'être stupide, mais c'est faux. Pourtant, il a disparu et nous sommes toujours là. Pourquoi? Voici comment nos ancêtres ont progressivement peuplé tous les continents de la planète. Comment y sont-ils parvenus? Leur histoire est aussi la nôtre. L'Europe de l'Est, il y a 40 000 ans. Deux jeunes garçons sont en quête de nourriture. Ils sont aussi doués que les chasseurs d'aujourd'hui. Mais ils connaissent mal cette région glaciale où ils sont arrivés récemment. Ce sont les premiers hommes modernes dont on ait retrouvé des traces en Europe. « 40 000 ans plus tard, leurs restes ont été découverts au cœur de la forêt roumaine à Peștera sous Oase, la caverne aux ossements. Ils ont été mis au jour par l'archéologue portugais João Zilao. En 2002, des spéléologues roumains tombent par hasard sur une nouvelle salle inexplorée. C'est le rêve de tout archéologue. Mais y accéder est un vrai cauchemar. Quand j'entends parler d'archéologie extrême, je pense souvent qu'il y en a deux sortes. Celle d'Hollywood et la vraie. La vraie, justement, c'est ça. Tous les jours, João Zilao et son équipe doivent plonger dans une rivière souterraine, descendre dans la caverne et ramper à travers un long boyau. On passe à peine. Mais une fois au bout, on découvre une salle remplie d'ossements d'ours des cavernes. C'est fantastique. De toute évidence, c'est là que des ours préhistoriques se rassemblaient pour hiberner. Les archéologues commencent à répertorier les os. Il fait une douzaine de degrés, et il y a un taux d'humidité de 100%, et de l'eau vous dégouline dessus en permanence. Ce n'est pas agréable. Regarde ça. Au bout de 2 semaines de fouilles, ils font une découverte inattendue. On dirait un os humain. Ouais. C'est évident. Et puis, un beau jour, un os occipital, l'arrière du crâne.
J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'évolution humaine. Mais avoir entre les mains une preuve de cette évolution, c'est vraiment autre chose. Il s'agit du crâne d'un adolescent qui a vécu il y a 40 000 ans. Tout près, l'équipe trouve la mandibule d'un second jeune adulte datant de la même période. Comment ces vestiges sont-ils arrivés dans la caverne? Rien n'indique que les corps aient pu être traînés là par un ours. Mais rien n'indique non plus que la grotte ait pu être habitée par des hommes préhistoriques. On n'a rien trouvé. Ni objet, ni charbon de bois, rien. On en a donc conclu que cette grotte n'était pas habitée. Les corps n'y avaient pas été inhumés. Ils avaient dû être apportés par l'eau. L'archéologue a une idée sur ce qui s'est peut-être passé. Imaginez deux jeunes gens, des adolescents qui s'aventurent dans la montagne pour chasser. Et puis, il se passe quelque chose, peut-être une tempête. Un accident se produit. Ils tombent et se tuent. Les corps sont recouverts par la neige et gèlent à l'endroit où ils se trouvent. Ils sont épargnés par les charognards et sont préservés par le froid. Fin de l'hiver, début du printemps, c'est le dégel. Tout ce qui était emprisonné dans la neige est emporté par les flots d'eau dans les avennes, les trous creusés dans le plateau. C'est comme ça que les corps se sont retrouvés dans la grotte. Ils y sont restés pendant des milliers d'années avant qu'on ne les découvre. Ces malheureux adolescents, morts il y a 40 000 ans, sont les plus anciens spécimens d'hommes modernes, d'Homo sapiens, jamais retrouvés en Europe. Mais ils n'étaient pas parmi les premiers habitants du vieux continent. En 1856, un curieux squelette est exhumé dans la vallée du Néander, en Allemagne. Il sera baptisé l'homme de Néandertal. Plus trapu que l'homme moderne, doté d'un torse puissant et d'attaches musculaires très fortes, il nous fascine depuis qu'il a été découvert. Pendant longtemps, il a été considéré comme une brute épaisse. Mais les scientifiques ont revu leur jugement. Le crâne de Néandertal est grand, avec une arcade sourcilière très proéminente formant une arche double au-dessus des orbites. Son nez est saillant, avec des sinus très larges. La face est large aussi, de même que la boîte crânienne, parce que son cerveau était plus gros que celui d'un humain moderne. Ça peut paraître surprenant parce que Néandertal a la réputation d'être stupide. Mais c'est faux. Cela ne veut pas dire qu'il avait les mêmes capacités cognitives que nous, mais sous bien des aspects, elles étaient très proches des nôtres. Dans l'arbre généalogique de l'homme, les Néandertaliens sont nos plus proches cousins. Il y a 500 000 ans, nous avions des ancêtres communs qui vivaient en Afrique. Mais certains d'entre eux ont migré plutôt vers l'Europe et l'Asie centrale. Là, ils se sont adaptés à un climat plus froid et ont évolué en une espèce différente. Non pas Homo sapiens, mais Homo neanderthalensis, l'homme de Néandertal. Les Néandertaliens s'établissent en Europe en pleine période glaciaire, vivent en petits groupes et chassent du gros gibier.
Puis, il y a 40 000 ans, les premiers hommes modernes arrivent à leur tour. Que se passe-t-il alors? On a longtemps pensé qu'ils étaient tellement supérieurs aux Néandertaliens qu'ils les avaient décimés. Mais cela s'est-il vraiment passé comme ça? Ce n'est pas ce que racontent les restes découverts par Joao Zilao en Roumanie. Ces adolescents présentent des caractéristiques de l'homme moderne. La face étroite et verticale et le menton marqué qui sont apparus en Afrique 200 000 ans plus tôt. Mais il y a autre chose. Par sa forme, le crâne est clairement celui d'un homme moderne. Mais si on l'examine plus attentivement, on constate des bizarreries. Par exemple, l'os frontal est nettement plus aplati. La dentition est particulièrement étrange. La première molaire est plus petite que la seconde, elle-même plus petite que la troisième. Or, ce sont des caractéristiques qu'on ne rencontre pas chez l'homme moderne, mais bien chez un néandertalien. Joao Zilao pense qu'au lieu d'éliminer les Néandertaliens, les hommes modernes se sont accouplés avec eux et qu'il y a eu métissage entre les deux espèces. C'est nous qui les avons appelés néandertaliens et hommes modernes. Eux ne faisaient aucune différence. Par conséquent, il faut penser au comportement logique dans un tel contexte. Les individus ont des relations sexuelles et se reproduisent. C'est dans la nature humaine. D'après l'archéologue, ce crâne était celui d'un hybride de Néandertal et d'homme moderne. Il y a peu de temps encore, l'idée que deux espèces humaines différentes puissent se reproduire entre elles paraissait impossible. C'était une véritable hérésie scientifique. Mais tout a changé grâce à l'ADN. L'Institut Max Planck est spécialisé dans l'analyse de l'ADN ancien. En 2010, ces chercheurs ont été les premiers à séquencer le génome d'un néandertalien. La première grande difficulté consistait à trouver un os qui contienne encore de l'ADN exploitable après un séjour de 38 000 ans dans une grotte. Puis il a fallu séquencer cet ADN et analyser chaque fragment. Cela revient à essayer de lire un livre déchiqueté en millions de petits morceaux. Le projet était dirigé par le généticien suédois Svante Pääbo. Imaginez que dans ce sac, il y ait l'ADN extrait d'un os de néandertalien, et nous illustrons cela avec un dictionnaire en anglais qu'on a déchiqueté. Et en plus de celui-ci, on a déchiqueté des dictionnaires en d'autres langues, qui représentent le génome des bactéries et des moisissures qui ont proliféré dans cet os pendant des dizaines de milliers d'années. La difficulté consiste à retrouver les morceaux du génome de Néandertal parmi des millions d'autres qui ne nous intéressent pas.
Il faut donc trier un mélange de plusieurs génomes dont les fragments minuscules diminuent de plus en plus à mesure que le temps passe. Et pour couronner le tout, leur composition chimique a été modifiée, ce qu'on peut illustrer comme ça. Imaginez à présent que vous devez déchiffrer des millions de fragments tellement abîmés qu'ils sont à peine lisibles, de manière à pouvoir reconstituer le dictionnaire anglais dans son intégralité. Cela paraît presque impossible. Et pourtant, c'est exactement ce que Svante Pääbo et son équipe ont dû faire. Ils avaient cependant un atout. Les Néandertaliens étant nos cousins, leur génome était forcément très similaire au nôtre. Écrit dans un langage presque identique. On a comparé ces minuscules fragments d'ADN, extraits de l'os d'un néandertalien, avec le génome de l'homme moderne. On s'attendait à trouver des dissemblances infimes, parce que les néandertaliens sont extrêmement proches de nous, au moins 10 fois plus proches de nous que les chimpanzés. Par analogie, il y a autant d'écart entre eux et nous qu'entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Les deux langues sont pratiquement les mêmes, à part quelques différences d'orthographe. Ce sont ces nuances subtiles qui constituent les différences génétiques entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne. Les machines à séquencer ont tourné pendant 2 ans et demi pour trier et classer tous les fragments avant d'assembler une séquence complète. Mais au final, les chercheurs disposaient du premier génome d'une espèce éteinte. On s'est tout de suite posé la question, que s'est-il passé quand l'homme moderne est parti d'Afrique et a rencontré les Néandertaliens? Y a-t-il eu métissage entre nos ancêtres et eux? Les généticiens comparent le génome de Néandertal avec celui de populations originaires des 4 coins du monde. Ils constatent alors un schéma de distribution étonnant. En Afrique, ils ne découvrent aucune preuve de métissage. Mais partout ailleurs, les Néandertaliens ont transmis leurs gènes. Nous avons hérité de 1 à 3% de l'ADN de nos cousins. Au début, j'étais très sceptique en voyant les résultats. Mais la force de la génétique, c'est que les données nous obligent à revoir nos théories. Et d'après la génétique, il y a bien eu un métissage au Proche-Orient. Il y a 55 000 ans environ, les hommes modernes ont quitté l'Afrique pour migrer vers le nord. Au même moment, les Néandertaliens sont descendus vers le sud, poussés par un refroidissement climatique qui sévissait en Europe. Il était inévitable que les deux espèces se rencontrent. Et c'est ainsi qu'elles se sont accouplées et reproduites. Les données génétiques ébranlent la vision traditionnelle que l'on avait des premières populations humaines en Europe. Puisqu'une hybridation a été possible, c'est que les deux espèces n'étaient pas si différentes. Pendant 150 ans, les scientifiques ont recueilli des indices dans toute l'Europe et tenté de comprendre pourquoi les Néandertaliens semblaient si éloignés de nous. Ils partaient du postulat que les hommes modernes étaient supérieurs et qu'il n'y avait aucune chance pour que les deux espèces aient interagi l'une avec l'autre.
Aujourd'hui, la génétique prouve qu'on s'est trompé. Il y a bien eu des croisements. Ça pourrait tout changer. Mais il reste à trouver la place occupée par l'homme de Néandertal dans cette histoire. Les deux espèces sont comme les cartes de deux jeux distincts, semblables, mais différentes. Le problème, c'est que si on essaie de les intégrer dans la structure, elles risquent de s'écrouler. Moi qui suis anthropologue, voilà ce que je pense. Cette thèse ne tient plus. Il faut revoir entièrement l'histoire de Néandertal et de l'homme moderne et tenir compte des interactions. Cette histoire commence dans le sud de la France par une découverte remarquable qui semble démontrer que les hommes modernes sont arrivés en Europe bien plus tôt qu'on ne le pensait. Voici la grotte Mandrin. L'archéologue Ludovic Slimak y mène des fouilles depuis 10 ans. Donc la grotte Mandrin a été découverte récemment dans les années 90. Ce qui a permis sa préservation assez exceptionnelle. Les méthodes modernes de l'archéologie qui ont été ici développées, puisque le site a été trouvé récemment, nous permettent d'avoir une vision très précise de l'organisation quotidienne des groupes humains qui sont venus dans la grotte Mandrin. Au cours de ses travaux, son équipe a mis au jour une quantité incroyable d'objets dans des sédiments vieux de 50 000 ans. Et sous la ligne grise que l'on voit au milieu de la coupe, on retourne dans des sables jaunes. Ces sables jaunes nous ont livré quelque chose de surprenant, d'extraordinaire et qui n'a aucun équivalent en Europe. À elle seule, cette couche contient plus d'1 millier de minuscules éclats de silex. Ce sont de toutes petites pointes. Celle-ci fait... Vous voyez, c'est un triangle parfait, fait 1 cm de longueur maximale. Cette toute petite pointe présente ici une fracture qui ne peut être obtenue que dans le cadre de son utilisation en tant qu'arme. On connaît des armes de cette dimension, ethnographiquement, mais elles ne peuvent être propulsées qu'à l'aide de l'arc, et donc ce seraient des pointes de flèches. L'arc et la flèche sont des armes associées uniquement aux hommes modernes. Cela veut-il dire qu'ils s'étaient établis en France il y a 50 000 ans, soit 10 000 ans avant qu'ils n'apparaissent en Roumanie? Afin de s'assurer que ces objets sont bien des pointes de flèche, Ludovic Slimak décide de les reproduire. Le type de pointe que l'on retrouve à la grotte Mandrin demande une très grande habileté et une expérience importante. Il ne s'agit pas de frapper une roche contre une roche, mais vraiment de rentrer en résonance avec la roche. Il y avait certainement que quelques artisans, quelques grands maîtres tailleurs qui devaient les réaliser dans la grotte. On va extraire des séries de petits éléments qui vont donner une morphologie triangulaire parfaite au bloc. Et cette morphologie va permettre d'extraire en un seul coup une pointe tout à fait identique à celle que l'on retrouve dans la grotte Mandrin. Il ne reste plus qu'à tirer les flèches et vérifier que les pointes se brisent de la même façon que celles exhumées dans la grotte Mandrin. Pour cela, l'archéologue a besoin d'un archer émérite et d'une proie adaptée à la mission.
faut Alors pas toi, qu'on tu te voit, restes à Joe. la tête, là, tu vas vers les instruments. Oui. Oh, oh. Et c'est dans l'autre sens qu'il faut la coucher. Oui. Ah, là, je la Oui, vois. oui. Attends, je la vois. Là. Voilà, Non. elle est là. C'est perfect. Ça vient comme ça. On a à peu près une languette de 2 mm. Fracture en plume. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment très intéressant, car c'est exactement le type de fracture que l'on a en série sur les toutes petites pointes de la grotte Mandrin. C'est vraiment une signature de technologie de l'arc et de la flèche. C'est vraiment très intéressant. Puisque les hommes modernes étaient les seuls à fabriquer des pointes de flèches, Ludovic Slimak est convaincu qu'il se trouvait bien ici il y a 50 000 ans. De nos jours, la vallée du Rhône est un axe de circulation extrêmement important à l'échelle de l'Europe, où passent l'ensemble des bateaux, des trains, des voitures pour aller de l'Europe méditerranéenne jusqu'à l'Europe du Nord. Et cet axe de circulation naturelle a dû être exactement la même chose dans le passé. On peut se projeter il y a 50 000 ans et voir les grands troupeaux de chevaux, de bisons qui remontaient depuis la Méditerranée, ce qui devait être extrêmement bénéfique pour les grands chasseurs qui étaient ces populations du 50e millénaire. Mais les hommes modernes n'étaient pas les seuls à sillonner ces terrains de chasse. Un détail intrigue l'archéologue. Les pointes ont été mises au jour dans une couche de sédiments prise en sandwich entre deux couches contenant des objets fabriqués par des Néandertaliens. Les parcelles de suie retrouvées parmi ces mêmes sédiments ont permis d'établir que l'intervalle de temps entre ces couches était étonnamment bref. En analysant ces suies, on peut avoir une idée extrêmement précise du temps qu'il s'est passé entre deux occupations dans la grotte Mandrin. Et ainsi, on peut savoir qu'entre les populations de culture néandertalienne qui sont passées dans la grotte et les populations qui maîtrisaient l'arc et de la flèche, il s'est passé très peu de temps. Entre ces deux moments était peut-être une saison ou 2 saisons. Voilà ce qu'on peut en conclure. Des hommes modernes sont passés dans la vallée du Rhône il y a 50 000 ans. C'est l'endroit en Europe où on a établi leur présence la plus ancienne. Ils chassaient avec des arcs et des flèches. Mais ils ne sont pas restés longtemps. Pour une raison inconnue, ils sont partis et ne sont revenus que des milliers d'années plus tard. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, les Néandertaliens étaient de retour. Les archéologues n'ont trouvé aucune trace d'un affrontement, comme si les deux espèces s'étaient partagées successivement ce territoire. Les Néandertaliens ne taillaient peut-être pas de pointe de flèche, mais à la même époque, ils fabriquaient des outils tout aussi complexes que ceux des hommes modernes. En Dordogne, à près de 500 km de la vallée du Rhône, l'archéologue Shannon McFerron a mis au jour un morceau d'os sur le site de l'abri Perroni. C'est un fragment de côte dont la pointe a été arrondie et polie. Pour moi, c'est l'extrémité d'un outil en os. Au microscope, on distingue des petites rainures, des stries dans le sens où on l'utilisait. Ça prouve qu'il a été frotté contre quelque chose. Shannon McFerron s'interrogeait sur l'usage de ces outils en os jusqu'au jour où il s'est aperçu que les tanneurs d'aujourd'hui se servaient d'objets similaires. Delphine Viau est sellière et travaille selon des méthodes traditionnelles. Elle a tout de suite identifié l'outil. C'est des lissoirs. Ouais. Un peu. Une lissette, c'est un petit lissoir, c'est Ouais. la même chose. Ouais.
Donc vous utilisez les bords de l'outil? Oui. On vient fermer toutes les pores de la peau et du coup, la peau elle est imperméable, elle est fermée. Et on peut aussi imaginer que si on met de la graisse dessus, on peut la faire pénétrer vraiment profondément avec ce geste-là. Oui. Pourquoi de l'os? Pourquoi pas du bois ou... Alors ça peut être fait en bois ou en métal, mais le métal il se raye facilement, donc du coup il risque un éclat de métal, il va venir blesser le cuir très rapidement, et le bois ça s'use, l'os c'est inusable. Il y a 50 000 ans, les hommes de Néandertal utilisaient une côte d'animal comme lissoir afin d'imperméabiliser les peaux dont ils se couvraient. Une solution ingénieuse pour combattre le froid et l'humidité qui régnaient alors sur le continent européen. Ça montre qu'ils étaient capables de résoudre un problème et de préparer leur peau d'une manière plus efficace. C'est super d'avoir un objet qui comble un fossé de 50 000 ans entre eux et nous. Cet outil a franchi le temps. On s'en sert toujours. D'après Joao Zilao, les facultés de l'homme de Néandertal dépassaient largement la fabrication d'outils. Dans le sud de l'Espagne, l'archéologue a découvert des coquillages qui ont servi de creuset pour mélanger des pigments naturels, ce qui semble indiquer que les Néandertaliens étaient capables d'une pensée symbolique. Il y a plusieurs explications possibles. L'une d'elles est qu'ils ont peint volontairement les coquillages pour qu'ils aient une autre couleur que l'original. Une autre, qu'ils les ont utilisés comme des récipients pour se peindre le corps ou se maquiller. Dans ces sociétés où il n'y avait ni carte d'identité ni passeport, les peintures corporelles et les parures avaient pour fonction d'indiquer qui on était. C'était une façon de transmettre un message. À quelle tribu on appartient, si on est en expédition de chasse. C'est un comportement tout à fait moderne. Et puisque ces découvertes sont attribuées aux Néandertaliens, cela veut dire qu'ils étaient modernes eux aussi. C'est ce que j'en conclus. De quoi les Néandertaliens étaient-ils également capables? À quel point nous ressemblaient-ils? Le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin est spécialiste des objets de la culture du Châtel-Péronnien, qui correspond à la période où les deux espèces sont entrées en contact pour la première fois. Ça, c'est une dent de renard percée. Évidemment, ce genre d'objet, c'est quelque chose qui nous parle parce qu'aujourd'hui encore, on fabrique différentes formes d'ornements pour fabriquer des colliers, par exemple, en les perçant de cette façon-là. Donc on a tout un ensemble de matériel qui nous rappelle fortement ce que l'on trouve dans les sites contemporains ou postérieurs, laissés derrière eux par des hommes modernes. Les archéologues ont toujours pensé que ces parures étaient l'œuvre des hommes modernes. Mais quand ils ont découvert les dents de ceux qui avaient fabriqué ces objets, ils ont vu qu'il s'agissait de Néandertaliens. Et on peut voir la différence de morphologie entre une incisive supérieure néandertalienne et une incisive d'homme moderne. La taille d'abord, et puis surtout on a chez les Néandertaliens cette morphologie que l'on appelle en pelle, qui est quelque chose qu'on peut trouver occasionnellement chez des hommes modernes aujourd'hui, mais qu'on trouve systématiquement chez les Néandertaliens. Si les Néandertaliens ont créé quelques-uns des premiers colliers retrouvés en Europe, qu'est-ce que cela nous apprend sur leur capacité?
Pendant des décennies, les scientifiques se sont demandé si Néandertal était en mesure de faire ce genre de choses, ce qui aurait été la preuve qu'il avait des capacités cognitives similaires aux nôtres. Les découvertes archéologiques ont démontré qu'il en était tout à fait capable. On le sait parce qu'ils ont effectivement fabriqué ces objets. De toute évidence, Néandertal n'était pas la brute épaisse qu'on imaginait. Isolé en Europe pendant des dizaines de milliers d'années, il a développé sa propre culture, comparable à celle de son cousin, Homo sapiens. Mais entre-temps, l'homme moderne a continué à migrer depuis l'Afrique vers le Proche-Orient et l'Europe. Le changement était en route. Dans la couche du châtel péronien, les archéologues ont exhumé une pointe de lance taillée par des Néandertaliens. Elle ressemble étonnamment à celle fabriquée par les hommes modernes pendant la même période. On pourrait presque croire que Néandertal a copié. Mais s'il n'a probablement jamais croisé les créateurs de cet outil, il suffit qu'il soit tombé par hasard sur une pointe de lance oubliée et qu'il ait compris comment la fabriquer. Et on va voir les derniers Néandertaliens adopter ce nouveau concept, mais avec une méthode de fabrication qui est différente de celle des hommes modernes contemporains. Copier une technologie sans mode d'emploi est un signe d'intelligence. Mais cela a aussi marqué le début de la fin pour l'homme de Néandertal. Sa culture se trouvant transformée par celle de l'homme moderne. Pour certains, le développement des objets aussi sophistiqués, c'est une invention indépendante des Néandertaliens. Mais ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'il l'aurait fait juste au moment où des hommes modernes sont présents en Europe, porteurs de ces innovations. Il s'est produit sensiblement la même chose il y a 400 ans, quand les conquistadors ont réintroduit le cheval en Amérique du Nord. Comprenant l'utilité de ces animaux, les peuples indigènes ont appris tout seuls à les monter. Puis l'usage s'est répandu au point que, très vite, le cheval est devenu un élément central dans la culture des Indiens des plaines. Mais bien qu'ils aient réussi à s'adapter à une culture nouvelle, les Indiens ont fini par être dépassés, submergés par les flots de migrants européens qui envahissaient leurs terres. À l'époque de la préhistoire en Europe, les Néandertaliens vont peu à peu disparaître, face à la progression inexorable des hommes modernes. Au début, Néandertaliens et hommes modernes étaient sur un pied d'égalité. Ils partageaient leur territoire, leur technologie et leurs gènes. Imaginons que ce jeu de cartes représente les hommes modernes et celui-là, les Néandertaliens. Ils sont semblables, mais dans le jeu des Néandertaliens, les figures sont de couleur bleue. On mélange les deux jeux. C'est ce qui s'est passé en Europe. Les deux populations sont plutôt bien mélangées. Pas mal de cartes ordinaires et quelques cartes bleues. Et puis, à un certain stade, l'équilibre se rompt. Néandertal est coincé en Europe, tandis que les populations d'hommes modernes augmentent en Afrique et en Asie et affluent par vagues successives sur le continent européen. Donc, il y a de plus en plus de cartes ordinaires qui s'incorporent au jeu. Et au final, il n'y a pratiquement plus que des hommes modernes et quelques rares Néandertaliens.
Ces derniers sont submergés et absorbés par les populations d'hommes modernes sur tous les plans, génétique, physiologique et culturel. L'une des principales voies de migration vers l'Europe remontait le cours du Danube, depuis son delta dans la mer Noire jusqu'à sa source dans le massif de la Forêt Noire, en Allemagne aujourd'hui. À 1500 km de l'embouchure, le fleuve traverse la Souabe. Son cours s'est modifié au fil des siècles, mais il y a 40 000 ans, le Danube traversait cette vallée. Elle était peuplée par une nouvelle vague d'hommes modernes en passe de coloniser le vieux continent. Ces hommes vivaient dans des cavernes karstiques comme celle-ci, la grotte de Hohlefels. Depuis 17 ans, l'archéologue Nicolas Conard dirige la campagne de fouilles du site. Il tente de reconstituer l'histoire des hommes qui ont vécu ici. Alors, Jane, vous avez trouvé des trésors? Des ossements d'oiseaux ou plutôt du charbon de bois? Quelques fragments minuscules. Son équipe a mis au jour des objets fabriqués par Homo sapiens et Néandertal, mais qui ne datent pas de la même période. 2000 ans séparent les derniers néandertaliens des premiers hommes modernes. On a retrouvé beaucoup de choses qui prouvent que des Néandertaliens ont vécu dans cette grotte. Puis les premiers hommes modernes sont arrivés. Même si je pensais que les deux espèces s'étaient rencontrées, ça n'a pas été le cas. Du moins pas ici. On ne peut rien prouver dans ce sens. D'après l'archéologue, pendant la période où les deux espèces ont peuplé le Jura souabe, chacune avait pris une voie différente. D'après les objets qu'ils ont laissés, les hommes modernes avaient progressé de façon spectaculaire. La Vénus de Hohlefels a été sculptée il y a entre 35 et 40 000 ans. C'est la sculpture de forme humaine la plus ancienne jamais mise au jour dans le monde. Il manque certaines choses, la tête par exemple. À la place, il y a un anneau. La statuette ne représente pas un individu, mais symbolise la féminité avec le triangle du pubis et la vulve, dont le sillon est marqué très profondément. Et bien sûr la poitrine, surdimensionnée et projetée vers l'avant. L'idée exprimée est celle de la reproduction et de la sexualité, car la reproduction humaine a évidemment une dimension érotique. Imaginez les longs mois passés à survivre à l'hiver. Nous sommes ravis quand le printemps revient, quand tout reverdit et que l'air est plus doux. Eh bien, c'était pareil pour ces hommes. Cette représentation exprime à la fois le point de vue individuel, mais aussi celui plus général de l'homme dans son environnement. La faune, la flore, tout est lié, d'où cette figure tout en rondeur de la fertilité à l'ère glaciaire. Dans des grottes voisines, les archéologues ont exhumé d'autres statuettes sculptées dans de l'ivoire de mammouth. Elles représentent des animaux qui étaient communs dans le paysage de la période glaciaire. Ces figurines sont d'une exquise délicatesse. Elles constituent les plus belles pièces de l'archéologie européenne.
L'une des plus étonnantes n'est ni un animal ni un homme, mais les deux à la fois. Haut de 28 cm, l'homme-lion du Hollensteinstadel serait une représentation religieuse, peut-être un totem chamanique. Mais ce n'est pas une pièce unique. Une version miniature du même personnage a été découverte dans la grotte de Hohlefels, à une 50aine de kilomètres de là. Malgré la nette différence de taille, elles représentent bien le même personnage. Ça ne peut pas être un hasard si on les a retrouvées dans deux vallées aussi proches l'une de l'autre. C'est la preuve de l'existence d'un réseau social entre ces deux vallées. On a également mis au jour des objets très divers en pierre, mais aussi des bijoux et des représentations symboliques qui témoignent de ces contacts culturels. Ces populations avaient des relations étroites les unes avec les autres. À Hohlefels, les chercheurs ont aussi découvert une flûte en os. Fabriquée il y a 35 000 ans, c'est le plus vieil instrument de musique au monde. Pour faire une flûte de ce type, il faut d'abord un os qui s'y prête. La plupart des instruments du Paléolithique étaient taillés dans un os d'oiseau, plus précisément dans celui situé à la partie externe de l'avant-bras, le radius. On commence par scier les deux extrémités avec un outil en silex. Wulf Heine est un spécialiste en paléo-reconstitution. Il a calculé que pour fabriquer une flûte en os, il fallait aux hommes de cette époque environ 4 heures. Vous vous demandez sûrement pourquoi ces hommes passaient autant de temps pour faire un instrument aussi petit. Pour moi, la réponse est évidente. Quand on est très nombreux, confinés dans un tout petit espace sombre et humide, inévitablement des tensions apparaissent et les gens deviennent agressifs. La meilleure façon de détendre l'atmosphère, c'est de faire de la musique tous ensemble. Ce n'était pas très joli, mais je suis guitariste, pas flûtiste. Mais la Marseillaise, c'était juste pour vous. Merci. À partir du moment où les hommes modernes arrivent en Europe en remontant les rives du Danube, leur population ne cesse de croître. Ils déferlent toujours plus nombreux. Cette région centrale, idéalement nichée entre les étendues glacées et les chaînes montagneuses, devient une des zones les plus peuplées du monde préhistorique. Un véritable carrefour social et culturel. L'art est un élément essentiel de cette expansion. Il permet aux individus de partager leur culture et leurs croyances, mais aussi de se forger une identité et de se différencier des autres. En revanche, dans le Jura souabe, on n'a rien retrouvé qui indique que les Néandertaliens se soient exprimés par l'art ou la musique. Cela signifie-t-il qu'ils en étaient incapables ou qu'ils n'en ressentaient pas le besoin? Peu nombreux, les Néandertaliens vivaient en petits groupes moins mobiles. Ils n'ont jamais établi les réseaux sociaux qui se sont révélés déterminants dans l'essor des hommes modernes. Au cours de son existence, un Néandertalien nouait des liens avec quelques dizaines de personnes, alors que dans cette même période, un homme moderne en connaissait des centaines.
Ces grands groupes communiquaient entre eux. Ils jouaient de la musique, fabriquaient des bijoux et des objets religieux comme l'homme-lion, mais aussi des statuettes figuratives. Tout ça a créé un effet d'entraînement. Les Néandertaliens n'ont jamais manifesté ces dispositions sociales et par conséquent n'ont jamais eu besoin de développer un art symbolique. Depuis la découverte de l'homme de Néandertal il y a plus de 150 ans, les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi il avait disparu. On a longtemps pensé qu'il avait été éliminé par l'homme moderne, plus malin que lui. Mais peut-être s'est-il simplement retrouvé en minorité. Les Néandertaliens n'ont pas disparu d'un seul coup. L'espèce s'est éteinte doucement, assimilée peu à peu par la nôtre, Homo sapiens. Les Néandertaliens étaient peu nombreux, quelques milliers d'individus seulement sur tout le continent. Pour une raison qu'on ignore, les hommes modernes se sont reproduits plus rapidement et avec plus de succès. Peut-être se sont-ils aussi appuyés sur leur culture, ce qui a certainement influencé le cours des choses. Néandertal n'avait aucune chance. L'homme de Néandertal a cessé d'exister en tant qu'espèce. Mais il a survécu dans notre ADN. Autrefois, la planète était peuplée de plusieurs espèces humaines. Les Néandertaliens, les Denisoviens et plusieurs autres en Afrique. Aujourd'hui, elles ont toutes disparu. Nous sommes les derniers. Nous avons gagné. Nous étions plus doués pour nouer des liens, créer un tissu social et vivre en grands groupes. Ça fait boule de neige. Plus on connaît de monde, plus on est amené à développer sa créativité. C'est un processus exponentiel. Voilà le résultat aujourd'hui. Un monde moderne et complexe. C'est le fruit de ce qui a été semé par les premiers hommes quand ils ont quitté l'Afrique et colonisé tous les continents de la planète. Homo sapiens est la dernière espèce humaine sur Terre. Nous n'étions peut-être pas beaucoup plus malins que les autres, mais nous étions plus nombreux, plus sociaux et plus ouverts aux échanges culturels. Nous avons absorbé leurs gènes et façonné notre monde. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Tous les enfants des premiers hommes.